Bonjour à tous, avant de vous laisser avec les 5 mythes de l'agriculture au Maroc, je voudrais partager avec vous quelque chose de profondément important. Dans un monde où l'humanité est constamment mise à l'épreuve, on le voit non seulement en Palestine, mais aussi au Soudan, en République démocratique du Congo, où la quête de sens nous amène parfois à marquer une pause. Il y a des individus exceptionnels, des artisans de l'espoir, qui ne lâchent rien et qui nourrissent en permanence l'espoir d'un avenir meilleur. Nombre d'entre vous s'interrogent sur la manière de venir en aide à la population de Gaza, depuis le Maroc ou d'ailleurs, peu importe votre ancrage. Je viens d'entrer en contact avec la fondation Ummati, une fondation engagée corps et âme dans l'acheminement d'aide humanitaire à Gaza. Ummati est une organisation humanitaire internationale musulmane qui tourne entièrement grâce au bénévolat, avec une empreinte dans 14 pays, dans 3 continents, dans le continent africain d'ailleurs. La fondation est gérée par des gens sérieux qui s'engagent à fournir nourriture et médicaments auprès de la population de Gaza. Je vous invite à soutenir leur mission, à montrer que même dans les moments les plus sombres, la solidarité peut faire toute la différence. Je vous laisse avec une brève présentation de la fondation et on enchaîne avec la vidéo. Nous sommes ici du côté égyptien de la frontière. Dans cet entrepôt, Ummati collecte et organise vos dons qui sont envoyés ensuite vers le point de passage de Rafah. Les aides sont diverses. Chaque camion peut contenir jusqu'à 1100 colis alimentaires ou bien plus de 20 tonnes de farine. C'est-à-dire que chaque camion peut fournir de l'aide à des milliers de personnes à Gaza. Tout cela grâce à vos dons. Les colis alimentaires dont bénéficie chaque famille se composent de pâtes, de riz, de farine, de boîtes de conserve comme des fèves, des tomates, de la confiture, de l'huile, du fromage, des conserves de thon, divers types de produits non périssables, sans oublier bien sûr du sucre et de la farine. Place donc aux 5 mythes courants de l'agriculture au Maroc. Mythe numéro 1. Le Maroc est une puissance agricole. Nous sommes une ville de l'Inde. New Delhi, c'est 30 millions d'habitants. Nous avons 450 à 500 aujourd'hui. Les chiffres officiels, 450 à 500 mètres cubes par habitant et par. Donc, tu vois, on vit encore sur le passé. Quand nous étions 5 millions d'habitants en 1900, quand la puissance coloniale est venue avec des convoitises sur le Maroc, c'est vrai que nous étions avec une aisance hydrique que n'avaient pas nos voisins. Mais même l'idée que le Maroc est un grenier à blé est totalement fausse. Peut-être du temps des Romains, quand il y avait 10 millions d'habitants dans toute la Méditerranée. Aujourd'hui, tout ça est totalement faux. Et d'ailleurs, les importations marocaines de biens alimentaires le démontrent aisément. Nous importons 10 fois plus d'aliments sous forme. Quand tu convertis nos importations en eau virtuelle, c'est 10 fois plus que ce qu'on exporte. Donc, le verdict est sans appel. Nous sommes un pays qui souffre d'un manque d'eau réel. Et puis, puisque nous avons la chance d'avoir un Marrakchi avec nous, il ne faut pas oublier qu'il y a la diversité territoriale qui est très importante. L'eau à Tanger, l'eau à Rabat, ce n'est pas l'eau à Marrakech. Mythe numéro 2. Plus on construit de barrages, plus on aura d'eau. Cette eau environnementale, et dans mon livre d'ailleurs je dis que l'eau environnementale a été sacrifiée à l'autel des pressions industrielles, agricoles et urbaines. L'eau environnementale, elle a un rôle écologique et environnemental très très important pour la continuité de notre climat, pour la continuité des précipitations au niveau du pays. Par exemple, le barrage au niveau de Ouarzazate qui a coupé le fleuve Daraa. Donc Daraa, il n'arrive plus à l'Atlantique. Et maintenant, ce n'est plus. D'ailleurs, plusieurs systèmes oasiens ont disparu de cette ère-là. Et maintenant, ce n'est plus le problème de Daraa, c'est le problème de Morbe qui n'arrive plus à l'embouchure. On est dans une perspective d'utilisation intensive des ressources hydriques qui, in fine, va nous amener à la pénurie. Mythe numéro 3. L'État a le contrôle sur le secteur agricole. Avant le début du plan Maroc vert, l'irrigation était quasiment maîtrisée par l'État dans des grands périmètres irrigués, avec des lâchers d'eau maîtrisés, avec des volumes d'eau utilisés maîtrisés, ou relativement maîtrisés. Aujourd'hui, nous avons plus d'hectares irrigués par l'irrigation privée, c'est-à-dire des prélèvements dans les nappes, le plus souvent avec des bassins, où on a du stockage d'eau en surface, avec toute l'évaporation qu'il y a derrière. Personne ne parle de ces choses-là. Voici le modèle aujourd'hui qui est présenté. Je mets modèle entre guillemets. Et aujourd'hui, pour finir mon idée, l'eau qui est utilisée par l'irrigation privée sans aucun contrôle dans un domaine qui est devenu totalement occulte dépasse de loin l'irrigation, disons, maîtrisée par l'État, c'est-à-dire à travers les lâchers d'eau dans les barrages. Et donc ça montre bien qu'on est dans... Le monde change.
Si on reste dans laisser-faire, ça veut dire l'anéantissement des nappes, ça veut dire de gros investissements dans l'eau potable, dont le dessalement, mais ça veut surtout dire que on met à la porte, c'est pas 4 millions de personnes, hein, c'est Ayoub, c'est 15 millions de personnes. Parce que les 4 millions, à peu près 4 millions, c'est les travailleurs du secteur agricole. Mais derrière, tu as les membres de leur famille, tous ceux qui sont rattachés à cet écosystème, c'est la moitié du Maroc. Donc laisser faire, c'est dire à les millions de Marocains, vous êtes exclus du jeu. À Donc Marrakech ce aussi, scénario on 2, arrache beaucoup d'oliviers en ce moment, entre bien parenthèses. sûr, bien sûr, dans toutes les zones semi-arides où il y avait l'illusion qu'on allait pouvoir continuer à irriguer davantage, et aussi l'illusion des économies d'eau par le goutte à goutte, ça, il faut en parler, c'est important, parce que la littérature scientifique, elle est claire là-dessus. Le goutte à goutte ne permet quasiment pas d'économies, et s'il y a des économies, elles sont souvent théoriques, et puis par l'effet rebond. Et donc là, bon, je ne vais pas envie de rentrer dans des concepts un peu scientifiques, mais l'effet rebond, ça consiste juste à dire que l'amélioration de l'efficience que permet une technique, souvent elle est contrebalancée par le fait que tout le monde utilise davantage cette technique. Mythe numéro 4. Les ablutions consomment beaucoup d'eau. Deuxième scénario, option 2, intitulé Touche pas à l'investisseur. Une politique de rationalisation de l'eau est instaurée à l'échelle nationale. Le recours à l'usage de l'eau usée pour l'irrigation des espaces verts dans les villes, les hammams accessibles 3 jours par semaine, recours à des méthodes d'utilisation d'eau plus économes. On demande aux croyants, par exemple pratiquants, d'économiser dans l'ablution, etc. J'ouvre la parenthèse, les usages domestiques, urbains et industriels ne représentent que 15% de la consommation marocaine en eau. C'est le secteur agricole qui cumule plus de, comme vous le soulignez tout à l'heure, professeur Sarali, près de 85% de la consommation d'eau au Maroc. Et donc, dans ce deuxième scénario, on se serre bien la ceinture comme il faut, nous les citoyens, mais aucune restriction pour l'investisseur en agriculture, en industrie, dans le tourisme, et ce, en ligne avec la nouvelle charte d'investissement dont l'objectif, je le rappelle à terme, est d'inverser la proportion d'investissement privé et public pour atteindre les 2 tiers pour le secteur privé. Même question, quel impact sur le mode de vie et surtout sur l'agriculture en termes de production et d'export? Si je retiens ce que tu viens de dire, d'abord, il faut qu'on soit clair. C'est pas en fermant les lavages de voitures et les hammams qu'on va solutionner le problème de l'eau au Maroc. Il y aurait même des questions à se poser sur les revenus des personnes liées à ces activités. Bon, c'est peut-être pas la, l'occasion disons, d'ouvrir ce débat, mais en termes d'agriculture, ce que tu viens d'évoquer là n'a quasiment aucune incidence par rapport, disons, aux vraies pressions exercées par le changement climatique, par la substitution d'une agriculture exclusivement pluviale, ou là en grande partie pluviale, qui faisait la marque de fabrique de l'agriculture marocaine, par une soi-disant agriculture maîtrisée par l'irrigation et qui aujourd'hui ne l'est plus. Parce qu'on voit, il faut que les gens aient la juste mesure des choses. Même dans les zones de grande hydraulique, où il y avait la maîtrise technique de l'État et des moyens de l'État et les barrages. Alors aujourd'hui, l'agriculture est en souffrance absolue. Quand vous allez dans le Tzadla et que vous voyez des vergers d'oliviers en train de périr parce qu'ils n'ont pas été irrigués depuis 2 ou 3 ans, ça montre bien que ce n'est pas l'eau du hammam qui va permettre de solutionner Exact. disons, la situation où on se retrouve aujourd'hui. La part de consommation par les municipalités ou l'eau urbaine ne dépasse pas 5 à 7% de toutes les ressources renouvelables du pays. Donc c'est une très petite part par rapport au gros consommateur d'eau qu'est l'agriculture. Donc au niveau, quand j'entends les hammams et le lavage de voitures, je crois que là, peut-être que le ministère de l'Intérieur, il fait plus d'efforts qu'il ne devrait faire. Je veux dire, on est maintenant
on est confronté au problème de la rareté des ressources hydriques et je ne veux pas qu'on soit confronté aussi à un problème d'hygiène. Ce qu'il faut savoir, c'est que des réductions minimes au niveau du secteur agricole peuvent économiser des quantités énormes pour les besoins d'eau potable et pour le tourisme et pour l'industrie. Mythe numéro 5. Le dessalement est LA solution. Alors venons-en au dessalement. Compte tenu de la volonté affichée par les plus hautes sphères de l'État et de l'exécutif, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Maroc vire au tout dessalement? Les ambitions du dessalement, dans le meilleur des cas, on irait vers 1,5 milliard de mètres cubes. Et bien entendu, c'est loin des 20 milliards, des 22 milliards qui sont présentés chaque année comme étant ce qu'on a. Et d'ailleurs, on ne l'a plus. Le dessalement, finalement, pour moi, c'est un leurre. Moi, j'y crois pas trop. Je crois que le dessalement peut être une solution pour sauvegarder l'approvisionnement des centres urbains près des côtes, bien sûr. Et il va falloir le faire et ça va être fait d'abord pour ça. Mais le dessalement pour l'agriculture, quelles cultures vont être capables de valoriser de l'eau à 5 dirhams le mètre cube? Et puis les externalités négatives. Le principe de précaution voudrait qu'on prenne en considération le rejet de centaines, voire des milliers de tonnes de saumure, les sels qui vont être extraits de ces centaines de milliers, des milliards de mètres cubes d'eau. Il va y avoir des tonnes et des tonnes de sel qui vont s'amonceler dans certains écosystèmes côtiers, littoraux très fragiles. Ça va impacter ce qui est marrant, c'est que ça va impacter la pêche artisanale, en fait. C'est toujours le petit agriculteur, le petit exploitant, le petit pêcheur qui en pâtit en fin de compte. C'est très possible. Bon, moi, je suis pas un spécialiste, mais je peux quand même me dire que concentrer des centaines de tonnes, voire des milliers de tonnes de sel dans des zones littorales peut avoir des effets très dramatiques, très directs sur la vie dans ces écosystèmes marins, où est pratiqué l'essentiel de la pêche. Tu as totalement raison. Le dessalement, pour moi, il est impraticable économiquement et il n'est pas durable environnementalement. Économiquement parlant, l'eau dessalée, le coût de l'eau dessalée, il est entre 15 et 21 dirhams le mètre cube. Maintenant, comment est-ce que l'État veut que l'agriculteur puisse bénéficier de cette eau pour produire? Donc l'État, il va subventionner entre 15 dirhams, 15 approximativement 15 dirhams pour qu'il puisse avoir cette eau dans son champ et qu'il la paye à 4 dirhams 50 ou 5 dirhams. Donc cette eau, elle sera immensément subventionnée par l'État. À la longue, qu'est-ce que ça va faire? Ça va ajouter plus de poids, plus de lait sur le dos des finances publiques marocaines. Si avant, l'agriculteur, il payait l'eau agricole entre 0,25 et 0,75, et il faut savoir que même à ce prix-là, il y a des arriérés énormes des agriculteurs. Pour cette eau, ils ne veulent pas payer. Maintenant, prenons le cas du Souss-Massa. Ils ont la station de dessalement. Il y a des agriculteurs qui se sont engagés à payer 4 dirhams 50 le mètre cube. L'autre partie sera payée par l'État. Donc, quand on parle d'un coût économique de 4,8 ou 5 dirhams le mètre cube, c'est le coût que va devoir supporter l'agriculteur. On ne parle pas du coût de revient initial, c'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien ça. D'accord, donc le coût de revient initial est de combien?